Chapitre 6. Une plainte enracinée. Regarde quelle est ta propre part au désordre dont tu te plains. Sigmund Freud, fragment d'une analyse d'hystérie. L'incitation à porter un regard sur sa propre part au malaise exprimé constitue le début d'une nouvelle étape dans le cheminement vers le mieux-être et surtout la connaissance de soi. Elle est représentative de la démarche entreprise par les patients pour comprendre les motivations de leurs plaintes. Cette recherche prend parfois l'allure d'une énigme à élucider. À quelques exceptions près, nos parents, nos sœurs, nos frères, nos professeurs, nos collègues, nos amis, nos voisins nous jaugent et nous jugent. Sans compter nombre de personnes qui se méjugent elles-mêmes. Nous sommes en procès permanent, tant les accusations et les condamnations prennent de place dans notre quotidien, même si nous n'y faisons même plus attention ou que ces jugements sont exprimés sous la forme dérivée de critiques, de reproches, de revendications, plus rarement sous la forme de plaintes aussi. Lors d'une séance, Jessica se rend compte qu'elle a tellement eu l'habitude d'être mal considérée par sa famille et de se croire sans cesse coupable qu'elle est presque soulagée lorsqu'elle peut exprimer une souffrance visible et irréfutable. J'ai l'impression de devenir enfin un peu respectable, que le flot de reproches va s'arrêter et que je vais peut-être même sembler plus ou moins intéressante, confie-t-elle émue. L'amorce d'une plainte ou la simple mise en évidence d'un malaise permettrait-elle de relâcher une tension psychique ? Le plus souvent, la plainte sincère est peu exprimée. Elle est réservée à une personne proche, à un praticien ou à soi-même. À l'opposé, il n'est pas rare que les récriminations et les protestations bruyantes à visée démonstrative soient des moyens de pression sur autrui, voire de domination ou de manipulation. Elle se part alors du masque favorable de l'affliction. Nous y viendrons bientôt. Pour l'instant, intéressons-nous aux racines de la plainte. L'image des racines exprime à quel point les lamentations récurrentes sont installées depuis longtemps, comme une façon d'être ou de se relier à l'autre, ou simplement de communiquer avec lui. Il serait alors tentant et peu rigoureux de prétendre qu'il s'agit d'une hérédité génétique ou d'un tempérament, d'un caractère, voire d'une structure. Revenons sur cette dénomination. Même si le terme structure pouvait paraître adéquat pour définir un être humain dans toute sa complexité subjective, et même si une telle organisation correspondait à une structure adaptative et défensive de l'individu, en aucun cas une telle construction psychique ne pourrait engendrer ou expliquer la tendance à maugréer et à gémir. Cette dernière exprime en fait une position subjective. Elle est la manifestation apparente d'une posture psychique latente qui tâche de venir compenser un déséquilibre. Le plus souvent, ce déséquilibre cherchant une issue dans la plainte découle d'une insatisfaction ponctuelle ou d'une difficulté durable à se contenter de la réalité telle qu'elle est et à se sentir heureux de vivre ou encore de regrets lancinants, d'un manque réel, par exemple un manque d'amour, de considération, d'attention, de reconnaissance ou tout autre manque. Il peut aussi s'agir de la simple impression persistante d'un manque, d'une perte douloureuse, mort d'un proche, séparation amoureuse, licenciement, déménagement, etc., ou de la menace plus ou moins réelle et pressante d'une perte à venir, d'un changement profond tenu pour irréversible, une maladie, un handicap, une faillite, et pour tout un chacun les évolutions pénibles liées au vieillissement. Plus fondamentalement encore, la présente enquête et plusieurs années de recherche sur un tout autre thème nous ont aidés à découvrir qu'une complainte est fréquemment l'expression indirecte, à la fois condensée et déplacée, d'un bouleversement de la relation au temps, du fait d'une catastrophe passée qui ne sait se dire autrement. Le temps figé de la plainte. Pour le sujet, attester de l'impossibilité de se satisfaire de l'existence telle qu'elle est ou telle qu'elle est devenue permet de constituer un mémorial inconscient de ce qui ne peut être complètement passé sous silence, sous peine de devenir un individu normal, passe-partout et sans histoire, c'est-à-dire de sombrer dans l'indifférence et l'indifférenciation de l'anonymat. Aucune structure, donc, dans ce mouvement héroïque soutenu de toutes ses forces psychiques est maintenue quoi qu'il arrive, mais le courage de sauver de sa propre subjectivité ce qui peut encore l'être. Notons qu'à l'instar de certains fondamentalistes psychanalytiques défendant une conception rigidifiée autour de la notion de structure, les idéologies comportementalistes et cognitives risquent fort, elles aussi, de faire l'impasse sur le sujet, sa dynamique, son histoire, son devenir et ses capacités d'évolution, entendues ici comme possibilité d'émancipation et de désaliénation. Nous rejoignons précisément autant l'intuition freudienne inaugurale que la pratique d'une psychanalyse à l'écoute et au service du sujet, mise en œuvre par les cliniciens respectueux comme Ferenczi,
Balint, Winnicott, Torok, etc. Pour préciser et mieux comprendre cette métamorphose de la relation au temps, revenons sur quelques exemples précédents. Être un enfant choyé. Ulysse n'est pas un homme plaintif dans le quotidien de sa vie. Il a pu remarquer qu'il lui arrive d'être irritable et de se sentir plus facilement contrarié lorsqu'il est fatigué, mais il gémit rarement. Il réserve ses doléances au psychanalyste, parfois à sa lointaine compagne et lorsqu'il est souffrant au médecin qu'il consulte. Récemment, s'apercevant qu'il lui arrive souvent d'éprouver une vive jalousie lorsqu'il craint que Nausicaa puisse être intéressée par un autre homme, il a voulu savoir si son père était également jaloux. J'ai parlé à ma mère concernant d'éventuelles infidélités de leur part. Mon père était très jaloux. Ma mère m'a dit l'avoir trompé une fois lorsque sa jalousie devenait insupportable. Avant qu'ils ne se séparent officiellement par le divorce, ils vivaient chacun de leur côté en cherchant à se reloger. C'était déjà fini entre eux. Mon père avait eu une aventure durant cette période. Ulysse se demande si cette jalousie lui appartient, si elle le concerne vraiment ou si elle n'est pas avant tout celle de son père. Cela l'aide à se détendre avec Nausicaa. Quelque temps plus tard, essayant de comprendre pour quelles raisons il se sent continuellement insatisfait, il commence à retrouver des souvenirs difficiles de son enfance. J'ai repensé à mon enfance. J'ai vécu de nombreuses années en HLM. Toutes les communautés se côtoyaient. J'ai vu de nombreuses bagarres très violentes à coups de couteau, croiser le chemin de sadiques qui rôtaient autour des écoles. J'ai vu des chiens enragés, des chats de gouttière énormes bourrés de puces. Mais le pire de tout, je crois, en matière de souvenirs, était notre voisin de palier, un alcoolique avec un grand A. Il buvait tellement qu'il en devenait fou. Régulièrement, il mettait toute sa famille dehors. Elle venait se réfugier chez nous. Puis, il s'enfermait à double tour et ouvrait la bouteille de gaz. Ou encore, poursuivait son chien dans l'appartement avec un couteau de cuisine. Les policiers et les pompiers intervenaient, venaient chez nous et passaient ensuite par notre balcon pour pénétrer dans l'appartement du voisin afin de le maîtriser. On avait tous tellement peur. Je devais avoir entre 8 et 13 ans, je pense. Ulysse raconte ces épisodes de façon distante, avec peu d'affect apparent. Lorsque je suis devenu adolescent, je me suis mis à fumer beaucoup de cannabis. Cela me rendait confus. Je me sentais paumé durant cette période. Un copain était devenu punk, un vrai, qui dort où il veut peu et mange ce qu'il trouve dans la rue. J'ai aussi eu une copine qui avait été enlevée pendant 3 jours. On l'a revue par la suite brûlée à la cigarette et violée. Elle n'avait pas de souvenirs. Par la suite, je me suis dit qu'une forme de GHB devait exister à cette époque. Cette période d'enfance et d'adolescence a profondément marqué Ulysse et influé sur sa conception pessimiste de l'existence et sa vision du monde jusqu'alors désenchantée. C'est vrai que je découvre un lien entre ce que j'ai vécu et mon sentiment d'insécurité, ma peur d'être abandonné et mes problèmes de santé. Le temps passe. Ulysse se rend compte qu'il parle beaucoup moins de Nausicaa et de sa santé. Pour la première fois, il est content de partir en vacances avec son fils et ne se sent pas dépassé par les événements. À son retour, plus détendu qu'à l'accoutumée, Ulysse commence à se remémorer certains épisodes douloureux de sa petite enfance, notamment de nombreuses moqueries et brimades subies à l'école. Il avait un nom qui prêtait à rire, il en a changé depuis. Il avait aussi des dents proéminentes et mal alignées, dont une cassée lors d'une chute qui lui avait valu de nombreux sobriquets déplaisants. Au fil des mois, Ulysse comprend qu'il vit hors du temps. Il n'a pas grandi. Il est resté au tréfonds de son être, un enfant, un tout petit garçon qui aurait tellement aimé être choyé. Il ne s'est jamais plaint de rien, a constamment obéi à ses parents, les a considérés comme de bons parents et présentés comme tels, mais il sent à quel point il a manqué d'attention, de tendresse et d'affection. Ulysse pleure à chaudes larmes. Ses lamentations d'adulte en décalage avec le temps présent n'étaient pas sans raison. Elles étaient la trace vivante en lui de son espoir d'être un jour cajolé, de son attente d'être chouchouté ou dorloté comme l'est un enfant. Un beau sourire illumine le visage jusque-là si grave d'Ulysse. L'horizon s'est ouvert. Ce jour-là, il quitte le cabinet du psychanalyste avec une légèreté nouvelle dans sa démarche. Je voudrais tout recommencer. Désormais, Joanne ne se plaint plus à personne. Elle a essayé pendant longtemps de se faire entendre de sa famille, elle n'y est pas parvenue. En société et au travail, elle arrive à mettre ses difficultés à distance. Je n'en parle pas, je ne les montre pas. Elle délaisse certains amis parce qu'elle les trouve superficiels et considère qu'ils parlent de choses futiles. Joanne a l'impression d'être en décalage, de s'enfoncer dans la solitude. Elle se sent tiraillée. Elle dit qu'elle a besoin de voir sa mère et en même temps, elle ressent beaucoup de violence contre elle. Elle la déteste. Pendant ses années d'enfance, sa mère lui racontait tout ce qui n'allait pas chez son père ou dans leur relation. Elle se plaignait sans arrêt. La plainte de sa mère l'écrasait. J'ai gardé tout cela en moi. Aujourd'hui, lorsque je souhaite lui en parler, elle m'en empêche. Je vois les verrous d'une prison. Je suis enchaînée à la peine de ma mère.
Elle m'enferme dans le passé. J'ai tellement de colère contre ma mère, elle ne m'apportera jamais ce que j'attends. Je n'arrive plus à parler avec elle, c'est un dialogue de sourds. Joanne envie ses frères et son cousin. Ils sont heureux, ils ont une bonne relation avec leurs enfants. Lorsqu'elle leur parle des difficultés qu'elle a vécues avec son père, eux aussi sont complètement fermés. Ils ne veulent pas entendre parler du passé. Ils lui assènent chaque fois la nécessité de tourner la page. Or, c'est exactement ce que Joanne ne veut surtout pas. Oublier le passé, faire comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas souffert. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je suis là, mais je ne sais pas pourquoi. La seule chose qui m'intéresserait serait de remonter le temps, de revenir en arrière, vers 10 ou 11 ans, et de tout revivre, pour tout faire différemment. Je ne mettrai pas ma vie entre parenthèses. Je vivrai ma vie à moi sans me préoccuper des problèmes permanents de mes parents, sans tenir compte de leurs difficultés. J'ai tellement de regrets. J'ai une vie de regrets. Joanne a besoin d'être comprise. Elle voudrait tant l'être. Elle ne peut parler qu'à son psychanalyste et ce souhait de remonter le temps pour vivre une vraie vie d'enfant et de jeune fille est impossible. Joanne bute sur son passé malheureux. Elle est continuellement hantée et tourmentée par l'inaccompli, le pire des remords, selon Marguerite Yourcenar. Pour Nora, Lynn, Mehdi, César et d'autres, le fait de se tenir hors du temps, que ce soit en restant dans le passé ou en récusant l'avenir, signe du temps qui passe, était une façon d'éviter de se confronter au réel inévitable de la finitude et de la mort. De même, Aziz refusait d'être amoureux et passait d'une femme à une autre tout en se lamentant d'être encore célibataire. C'est bête de tomber amoureux, affirmait-il, encore peu conscient qu'il produisait lui-même ce malheur dont il se peignait si âprement. À rebours des ritournelles médiatiques et des discours consensuels, il est possible que la grande mode de l'instant présent soit également une manifestation du refus du temps qui passe à l'échelle de sociétés marchandes qui posent le bien-être permanent et la jouissance continuelle comme des prédicats pour assurer la croissance de leurs revenus. Là encore, nous pouvons constater, comme Fred l'avait déjà esquissé, à quel point la culture produit son propre malaise en édictant des règles de fonctionnement qui conditionnent les aspirations des individus, donc attisent ou restreignent leurs mouvements pulsionnels, tout en leur faisant croire que ces contraintes sont nécessaires. La plainte comme instrument. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les particularités de la relation au temps qui sous-tendent le penchant à se lamenter. Nous continuerons à y prêter attention. Gémir peut également être un moyen efficace pour obtenir ce que l'on veut, en activant la compassion d'autrui, si ce n'est en réussissant à induire en lui une forme sournoise de culpabilité. Hélène n'en peut plus. J'ai déjà ma collègue de travail qui me saoule avec ses jérémiades. Ma mère m'empoisonne aussi la vie avec ses pleurnicheries habituelles. Maman nous a toujours dominés en se plaignant. Mon frère et surtout moi, nous avons tout le temps peur de ne pas faire assez pour elle. C'est vraiment la reine-mère, l'impératrice capricieuse qui obtient ce qu'elle veut en nous rendant coupables de ne pas l'aider suffisamment ou de ne pas lui accorder assez d'attention. Chaque jour, je me promets de lui tenir tête, de l'appeler plus rarement, de la voir moins souvent, mais je n'y arrive pas. De nombreuses personnes sont confrontées à ce type d'individu pour qui se faire plaindre est utilisé comme instrument de domination et de manipulation, donc de pouvoir. L'inacceptable défaillance. La plainte, même rare, peut surgir lorsqu'un individu cherchant à être parfait ou irréprochable se trouve face à ce qu'il considère selon ses critères ou ceux de son groupe d'appartenance comme une défaillance inadmissible. Par exemple, certains groupes sont convaincus d'être dotés d'une supériorité qui les placerait au-dessus des autres. Une personne qui adhère à une telle conviction vit ses relations entre positions de surplomb, soi, et place de subalterne, autrui. Cette mythologie ou cette construction fantasmatique produit un décor en trompe-l'œil. La personne ou le groupe consacre une grande énergie à se faire croire qu'ils sont incomparables, meilleurs, inattaquables, inimitables, distingués, etc. La plainte dans leur groupe survient lorsqu'un événement ou une personne vient démentir cette prétendue suprématie, ou plus simplement aussi parfois lorsqu'un membre est déçu par lui-même ou lorsque la pression de l'excellence pèse trop fortement sur lui. Depuis longtemps, Maxime fait face à la plainte. Elle est devenue une énigme pour lui. Lorsqu'il était enfant, s'il pointait une injustice flagrante, il était aussitôt traité de caliméro par son entourage. Ses parents lui demandaient de ne pas se plaindre. Lorsque petit garçon, Maxime pleurait, son père lui interdisait la moindre larme sous prétexte que les garçons ne pleurent pas. Plus tard, il lui assénait avec la même intransigeance « Qui es-tu pour pleurer ?» Aujourd'hui, Maxime constate. Dans l'ensemble, je crois que j'ai plutôt bien réussi à éviter de me plaindre, même dans les moments difficiles.
Pourtant, dans certaines circonstances, je n'arrive plus à garder pour moi les griefs que je tiens enfermés. J'ai l'impression d'un barrage qui saute, d'une digue qui lâche tout d'un coup. Cela sort de moi de façon volcanique et je me sens très coupable après. En prenant le temps d'observer plus précisément les circonstances dans lesquelles Maxime exprime, malgré lui, une révolte longtemps contenue, il fait une découverte importante, bien que plutôt désagréable. Lorsque Maxime voit ses enfants ou l'un d'eux à la suite d'une réunion familiale à laquelle il n'a pas pu participer, il perçoit en eux une forte tension, une sorte de composé d'énervement et d'excitation forcée. Après l'avoir remarqué à plusieurs reprises, il se rend compte qu'il est lui-même envahi par ce mélange de tension, de nervosité et d'euphorie artificielle. Cela le perturbe et le rend dur, voire provocateur. Immanquablement, ce niveau de pression interne influence la relation avec les autres et un conflit avec un membre de la famille, quel qu'il soit, ne tarde pas à éclater. Après la réunion familiale, Maxime se sent penaud, abattu et se promet de rester calme la prochaine fois ou d'éviter sa famille. Le système familial de Maxime est fondé sur la croyance d'appartenir à une élite, entretient donc un complexe psychique et relationnel entremêlant impression de grandeur et énergie conquérante, sur fond de malaise et de piètre estime de soi. Lorsque Maxime ou l'un de ses enfants est immergé dans sa famille, il est très rapidement gagné par la puissance sous-jacente de ce système. Toute personne qui n'y adhère pas complètement est d'ailleurs rejetée. La plainte vient alors mettre en évidence la faillite intolérable du système. Elle clame l'ingratitude ou l'indignité de ceux qui ne veulent pas participer à la vie familiale. Maxime comprend mieux dans quel tourbillon il était tapé. Dans ma famille, la seule plainte autorisée est celle qui défend le clan. Elle est une façon de dire « le monde ou les autres ne sont pas à la hauteur de l'idée grandiose que je me fais de moi-même et de l'univers brillant et édifiant dans lequel je voudrais habiter. » Cela veut dire que le clan familial se croit parfait et éprouve un fort ressentiment envers toute personne qui se permettrait d'affirmer le contraire. Quelquefois, il ne s'agit pas d'un clan tout entier, mais d'un seul individu. Soraya raconte comment son ex-mari rêvait qu'il était empereur du monde. Elle ne fut pas surprise d'apprendre que, venant d'emménager dans une capitale européenne, il avait fait croire à ses nouvelles connaissances qu'il était un prince dans son pays d'origine. Lorsque ses enfants adultes venaient le voir pour quelque temps, il se débrouillait pour éviter tous ses nouveaux amis, afin que sa supercherie ne soit pas découverte. Bien que pouvant être délicieux et très accommodant en société, cet homme de nature maladive était un grand plaintif, réservant ses gémissements incessants à son cercle intime. Reproches ou lamentations. Nous venons de voir que certains environnements souhaitent limiter ou éliminer l'expression de l'injustice ou de la souffrance. Il est courant d'y entendre des réprobations, mi-sérieuses, mi-amusées, cherchant à faire obstacle aux doléances et autres protestations, ou même à la sincérité. Par exemple, faut pas rêver, cache ta joie, sèche tes larmes, tu vas me faire pleurer, de quoi te plains-tu, etc. En fait, l'authenticité semble trop risquée pour un système qui surveille et contrôle la communication, y compris pour éviter l'éventualité de l'angoisse ou de la souffrance. Pour autant, ces environnements ne sont pas exempts de certaines formes de fausses lamentations qui se révèlent être de vrais reproches. Les plaintes apparentes ont alors des visées défensives, comme pour la mère de John qui exprime ses doléances d'une façon bien particulière. L'épouse de John, surprise par l'extrême pauvreté de communication et l'absence de sincérité dans la famille de son mari, l'a aidé à ouvrir les yeux sur l'utilisation de la plainte qui accourt, surtout mise en œuvre par la mère de John. Cette tactique, peut-être inconsciente, consiste à se lamenter pour attirer l'attention sur un autre que soi et éviter les échanges profonds qui exigent plus d'implication personnelle. John explique. Ma mère a la fâcheuse habitude de critiquer la personne qui vient de sortir de table ou de quitter la pièce. Elle le fait systématiquement. Elle donne l'impression qu'elle ne peut vraiment s'exprimer que si la personne dont elle parle n'est pas là. D'ailleurs, ce qu'elle dit sur les autres est rarement sympathique. J'ai fini par comprendre qu'elle fait la même chose me concernant lorsque je suis absent, même pour quelques minutes. Au fil des années, certaines personnes m'ont fait part de la façon réellement abusive dont elle se plaint de moi dans mon dos. Je l'ai vu faire pareil concernant mon père pendant toute mon enfance et mon adolescence. Les lamentations peuvent servir à couvrir une faute ou à camoufler une responsabilité. Le psychanalyste est coutumier de certains patients qui accusent leurs conjoints ou de certains parents qui chargent leurs enfants en les rendant responsables des problèmes familiaux pour que le praticien, l'entourage, l'enseignant ou l'assistante sociale ne puissent pas se douter des désordres réels existants au sein du couple ou de la famille. Certains individus ou groupes se caractérisant par une absence apparente de plainte sont particulièrement acerbes, féroces et virulents dans leur tendance à la critique. En fait, de nombreuses critiques sont des plaintes déguisées.
La prohibition des lamentations génère et entretient la critique, le reproche et le mépris autant que la moquerie. Depuis qu'elle est petite fille, Antoinette ne supporte pas l'injustice. Son métier d'infirmière la confronte à de nombreuses situations injustes. Sa force d'âme lui permet de prendre fermement position pour ne pas se laisser envahir par l'exaspération et pour mettre fin à des comportements iniques. Je trouve que se moquer de quelqu'un dans son dos est aussi une injustice. Ce matin, en faisant mes courses, j'ai entendu 2 hommes au magasin se moquer d'une de leurs collègues un peu grosse qui venait de passer. Cela m'a révoltée et je leur ai dit « Les femmes en font autant lorsqu'elles médisent entre elles et rient des défauts des autres. Maintenant, je ne laisse plus passer ces moqueries. Je dis ce que je pense. Je ne veux plus être complice d'aucune injustice. » Si la plainte peut être comparée à un arbre fort de nombreuses racines, il s'ensuit qu'elle s'éteint rapidement sans la sève qui la nourrit. Cette sève est de nature pulsionnelle. Un tourbillon pulsionnel. À la limite entre soma, corps et psyché, la pulsion est une énergie qui donne toute leur puissance aux actions psychiques caractérisant les êtres humains. Fantasmer requiert de l'énergie, tout comme le font le désir et l'angoisse. Se protéger d'un environnement difficile ou se défendre contre ses propres tourments en exige également. Nous avons découvert que la plainte est une action. Même si elle n'est pas un geste à proprement parler, elle a besoin d'être alimentée en énergie. De surcroît, à la recherche d'une satisfaction principalement inconsciente, la pulsion est aussi caractérisée par la réitération des mouvements psychiques qu'elle alimente. Qu'il s'agisse de plainte ou d'une autre manifestation pulsionnelle, comme une dépendance ou une forme de boulimie par exemple, il est très ardu de mettre fin à un engrenage pulsionnel. L'incendie ou l'urgence. Le déchaînement des pulsions peut ressembler à un fleuve qui déborde, à un feu qui se répand irrésistiblement ou à une fièvre envahissante. Préparant un déménagement, Heidi prend conscience qu'elle est prise dans une frénésie qu'elle n'arrive plus à calmer. Elle se précipite sans raison, happée dans une course en avant. L'angoisse la gagne et elle commence à maugréer, comme à son corps défendant. Elle a même du mal à se reconnaître. Les récriminations peuvent être une façon d'expulser des peurs hors de soi ou d'apporter un soulagement momentané à une forte tension intérieure. On peut parler de décharge pulsionnelle ou de défoulement, en termes moins techniques. Lorsqu'elles deviennent une habitude, voire un automatisme, elles correspondent alors à un mode d'expression et de relation avec les autres, comme si se plaindre était devenu une façon privilégiée de faire baisser le niveau de pression interne par une sorte de réflexe autoconditionné. La satisfaction inconsciente apportée par la plainte repose sur un certain nombre d'avantages qui en découlent. Malgré les apparences, gémir peut se révéler profitable. Par exemple, pour une personne très fragile, plutôt que d'exprimer sa détresse ou de montrer son désarroi, protester répétitivement peut aider à garder enfouies des souffrances indicibles. Ici, indicibles ne signifie pas qu'il soit interdit ou même impossible de les nommer, mais que les exprimer semble trop pénible ou risque de se révéler trop douloureux. Paradoxalement, dans d'autres situations, les jérémiades ou les réclamations sont un premier essai maladroit du sujet qui voudrait pouvoir exprimer plus ouvertement ses souffrances. Enfin, la fixation de la plainte perpétuelle constitue un barrage intérieur rassurant contre le risque d'effondrement réel ou craint pour qui se sent à bout de force. Plainte sans fin ou plainte avec fin. Est-il inévitable de maugréer, protester ou récriminer ? L'insatisfaction est-elle constitutive de tout être humain ? La plainte est-elle, que nous le voulions ou non, intrinsèque à notre nature ? Peut-on vraiment décider d'arrêter de grogner, de râler et de se plaindre ? Si oui, comment ? Est-ce rapide ? Est-ce facile ? Est-ce définitif ? Comme Freud y exhorte, chacun pourra avantageusement répondre à ces questions pour lui-même. Dans son journal, André Gide propose une piste possible. Si, avec tout ce que nous avons, nous ne savons pas encore être heureux, c'est que nous faisons du bonheur une idée fausse. Quand nous aurons compris que le secret du bonheur n'est pas dans la possession mais dans le don, en faisant des heureux autour de nous, nous serons plus heureux nous-mêmes. Voyons comment certains patients ont pu y apporter leur propre réponse. Ainsi, lorsque Joanne est confrontée à de graves difficultés qui mettent son entreprise en péril, à tel point que le comptable craint un dépôt de bilan, elle se jette à corps perdu dans la mêlée, elle livre une bataille acharnée, elle lutte avec opiniâtreté. Au cours de cette période critique, elle prend conscience qu'elle ne se plaint plus, que ces griefs anciens sont devenus secondaires et superflus, comme une vieille peau qui se dessèche et qui tombe. Joanne mue, surprise par sa métamorphose. D'autres personnes ont connu l'étonnement d'une transformation profonde qui se révèle un beau matin après une lente préparation dans les méandres de l'inconscient.
Un jour, en séance, Jessica mentionne des rêves récents. Parmi eux, elle en choisit certains dont les colorations et les thèmes sont nouveaux. Avant de les raconter, elle explique. Je ne veux plus parler des rêves sur les épreuves de mon enfance, des cauchemars qui me rappellent ma famille. Ils sont complètement derrière moi. Lors d'une rencontre ultérieure, Jessica confirme que son choix de délaisser une histoire malheureuse dont elle a pu se plaindre longtemps est le signe d'un passage vers une nouvelle façon de se considérer et d'exister, en référence à elle-même, libérée de son passé douloureux. Pour d'autres encore, il s'agit d'ouvrir l'horizon de leurs pensées et se dégager d'une réflexion en boucle, obtuse et lancinante, comme enfermée dans une impasse. Dans tous les cas, passer de la plainte à une expression plus libre et plus subjective requiert non seulement de changer de discours, mais surtout d'accepter de s'affirmer autrement. Pendant très longtemps, Antoinette aurait bien voulu sécuriser son existence, la mettre à l'abri des aléas et des imprévus, des déceptions aussi. Elle se plaignait chaque fois qu'elle vivait une situation qui sortait du cadre de cette sécurité sans faille qu'elle voulait absolument garantir à chaque moment de son quotidien. Au terme d'un long périple, elle comprend et accepte enfin que la sécurité n'existe pas et que rien ne peut l'assurer. Je lâche le connu, même si cela me fait encore peur, affirme-t-elle. Je ne veux plus me crisper et garder le contrôle sur les événements, le pouvoir sur les autres. Je veux vivre et accueillir ce qui vient. De fait, la plainte récurrente d'Antoinette a pris fin. Les situations humaines sont tellement variées qu'il est impossible de les ranger dans quelques catégories schématiques. Certaines personnes délaissent leurs exigences de bien faire pour simplement souhaiter faire de leur mieux en fonction de leurs possibilités du moment. D'autres préfèrent aller se promener dans la nature ou marcher en montagne ou encore faire des bouquets. Chacun trouve à sa manière les ressources qui l'aident à lâcher le besoin de se plaindre et à découvrir d'autres façons de s'exprimer. Ce détour par les racines de la plainte nous a permis de mettre à jour les mécanismes souvent inconscients qui l'entretiennent. Nous avons identifié cette sève qui, depuis l'enfance, ne cesse d'alimenter le mal-être latent. Nous allons poursuivre maintenant notre exploration du sentiment d'injustice éprouvé par Calimero, car il constitue l'une des motivations principales de son indignation. Heureusement, nos patients le constatent et en font l'expérience. La plainte, comme le sentiment d'injustice, n'est pas inexorablement enracinée.